Alors bonjour tout le monde. Donc on va démarrer. Je pense qu'il faut plus attendre. J'espère que vous allez bien tout d'abord. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur, on vous entend très bien. Parfait. Donc la dernière fois, donc comme vous savez, on est en retard par rapport à notre groupe et par rapport au planning qu'on a prévu. Je voulais m'assurer si vous avez vu la partie concernant les services dans l'enregistrement vidéo du groupe A. Est-ce que vous l'avez vu ou bien vous souhaitez qu'on la fasse ensemble maintenant? Je sais que c'est possible. On peut consulter la séance dernière sur l'enregistrement de la séance dernière et on continue pour qu'on soit au même niveau avec notre groupe. Donc, normalement, vous êtes supposé l'avoir parce que le deadline de cette semaine, donc qui a fini hier soir, normalement contient une partie sur les services. Donc, je vous ai mis une note. Donc, je vais partager tout d'abord mon écran. Entire screen. Donc, dans la consigne du dernier deadline, donc, je vous ai mis une note donc, pour le groupe B. Donc, si vous voulez travailler sur les services, vous êtes censé regarder l'enregistrement vidéo du groupe A à partir de la minute 52. D'accord? À partir de la 52e minute. Donc, normalement, euh, la partie concernant les services, ça démarre de cette partie-là. Donc, voilà, donc on va suivre le consigne de Youssef et on va avancer. Donc, juste, il faut que votre projet soit au même niveau que celui du groupe A. Donc, je vais ouvrir les deux projets et vite fait, window. Donc, je vais ouvrir les deux projets en parallèle et mettre votre projet au même niveau. Donc, SRC. Donc, je voulais pas faire tout seul parce que je voulais avoir votre avis sur ça. Ouais, donc, fichier de stock. Donc, qui peut me rappeler où est-ce qu'on s'est arrêté la dernière fois? On a vu la partie théorique concernant les services ou bien non? Non, c'est bizarre. Ouais, donc, la partie théorique concernant les services, donc vous pouvez la voir dans la vidéo de l'autre groupe. Si vous arrange, si ça vous arrange, hein, si vous voulez qu'on la fasse maintenant, j'ai pas de problème, hein. يعني دي بريفيرونس نعملها Monsieur, Oui, même. monsieur معناتها كان نعاودوها مع بعضنا خير نشوف فيت في معناتها. Ok. ميرسي. Ben, donc, la partie, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Ben, oui, parfait. monsieur. Donc, cette partie, on va évoquer et on va parler de la notion des services dans le framework Angular. D'accord? Donc, c'est une notion très importante et indispensable pour utiliser le framework Angular. Donc, dans cette présentation, on va voir une petite introduction pour introduire la notion de service, à quoi ça va servir. Et ensuite, on va voir comment utiliser les services Angular. D'accord? C'est quoi l'idée derrière? Et après, on va voir comment créer un service, comment l'utiliser, d'accord? Et on va utiliser ça dans un exemple de panier, d'accord? Donc c'est ça déjà l'exemple qu'on allait faire dans le projet qu'on est en train le projet pédagogique qu'on est en train de construire. Donc le principe de base ou bien les principes de base pour la notion de service,
c'est que ça se case dans le principe de ne pas, il ne faut pas se répéter, d'accord? Do not repeat yourself. C'est-à-dire do not repeat yourself, c'est si on a une fonctionnalité qui va se répéter dans plusieurs components, donc puisqu'on a dit que les components sont les éléments de base d'une application Angular. Donc si on a une fonctionnalité ou bien un service qui va se répéter dans plusieurs components, donc plusieurs components auront besoin d'utiliser ce service-là, que ce soit c'est un service qui va chercher une information dans une base de données ou bien autre, d'accord? Donc si on a une fonctionnalité pareille à implémenter, d'accord? Donc il vaut mieux prévoir un service que de l'implémenter à l'intérieur d'un component. Donc si on implémente une fonctionnalité à l'intérieur d'un component, elle va être juste réservée ou bien prisonnière, si on peut dire, à l'intérieur de ce component-là. Alors que si on la externalise dans un service, le service, il peut être utilisé par plusieurs components, d'accord? Donc c'est ça l'idée derrière Do Not Repeat Yourself. Donc au lieu de répéter la même fonctionnalité dans plusieurs components, on l'a fait une fois et là les components, ils peuvent l'utiliser n'importe où dans l'application, d'accord? Donc en plus de ça, il faut que les components aient une responsabilité unique. Donc, parce que si par exemple on prend un exemple d'un component qui est en train d'afficher la liste des produits, donc le component il est responsable à l'affichage de la liste des produits, mais il n'est pas responsable à chercher la liste des produits depuis la base de données, d'accord? C'est pas sa tâche, d'accord? Cette tâche-là, il faut que quelqu'un d'autre ait responsabilité pour qu'il y ait une séparation donc dans les intérêts donc ou bien les responsabilités, ils doivent être séparés à l'intérieur d'une application. Donc voilà, donc la solution pour ça, c'est d'utiliser les services. Donc en fait, un service, c'est une classe, d'accord, qui a un objectif bien spécifique. Donc elle va couvrir une fonctionnalité bien précise, d'accord, donc qui est souvent une fonctionnalité de partage de données, d'accord, donc une donnée qu'on va la chercher, qui va être partagée. Donc c'est un état, si on peut dire, qu'on va partager entre les différents components dans les différents niveaux de l'application. Bien sûr, il y a avec ce partage de données une implémentation d'un code qui va être le business logic de ce service-là, d'accord? Et bien sûr, l'avantage majeur des services, c'est qu'ils ont une interaction externe, c'est-à-dire le service en lui-même, on n'est pas censé le voir directement dans l'interface, mais c'est plutôt quelque chose qui va être utilisé en background derrière les components, et les components, ils vont l'exploiter, d'accord, afin qu'il ait accès à une donnée, par exemple, dans la base ou bien autre chose, d'accord? Donc c'est ça en gros l'idée derrière les services, d'accord? Donc les services Angular, donc comment ça se passe? Donc il y a une classe qui est prédéfinie dans Angular, donc qui est la classe injectable. Pour définir un service, il faut instancier cette classe-là, d'accord? Et les services, donc l'avantage qu'ils sont utilisés partout dans l'application, donc n'importe quel component dans l'application peut invoquer le service et mettre à jour les données à l'intérieur du service. C'est comme ça donc qu'on couvre la partie, donc ce qu'on appelle state management dans les frameworks front-end. Donc vraiment, c'est très délicat de gérer l'état des données à l'intérieur de l'application. S'il y a une donnée qui est utilisée par différents components, elle peut avoir différentes valeurs dans les différentes components. Donc, dans d'autres solutions, comme par exemple dans React ou bien dans Vue, il y a des bibliothèques qui sont créées autour de la bibliothèque afin qu'ils réalisent ce state management, la gestion de l'état de données. D'accord? Par exemple, dans React, il y a ce qu'on appelle Flux ou bien Redux maintenant, d'accord? Donc au début c'était Flux, mais après il y a eu la version allégée de Flux qui est Redux,
D'accord? On ne peut pas gérer l'état à l'intérieur de React sans utiliser la bibliothèque Redux. Par exemple, dans Vue.js, il y a Vuex, d'accord? Donc Vuex, c'est la bibliothèque qui permet de faire la gestion de l'état de données à l'intérieur du framework. Dans Angular, on utilise les services, d'accord? Donc pourquoi? Parce que si on compare Angular avec les deux autres frameworks, donc les plus utilisés qui sont React et Vue, Angular c'est le seul framework, d'accord? Les autres ce sont des bibliothèques UI. Par contre, Angular c'est le seul framework complet, d'accord, qui vous offre tout out of the box, comme on dit, d'accord? Donc, si on utilise le framework Angular, on trouve toutes les fonctionnalités à l'intérieur du framework. On n'a pas besoin de faire recours à des bibliothèques externes, d'accord? Donc, voilà. Donc, c'est ça l'idée que assurent les services, d'accord? Donc, c'est d'utiliser une mise à jour des données à l'intérieur de l'application, d'accord, grâce à ce qu'on appelle les injections de dépendance. Donc, les injections de dépendance, c'est l'injection d'une classe de service à l'intérieur de n'importe quel composant de l'application, que ce soit un component, on peut même injecter un service à l'intérieur d'un autre service, d'accord? Donc, c'est ça l'avantage. Ben, les services sont le lieu où partager les données entre les parties, donc ça on l'a déjà dit. Pour créer un service, il y a une convention de nommage, donc le service aura un nom, .service.ts. Donc c'est ça la convention. Donc on va utiliser bien sûr le CLI afin de le générer. On va supposer qu'on a un component, un premier component qui s'appelle détail produit component, et un deuxième component qui s'appelle panier component. Donc ces deux components, ils vont utiliser le même service. On va supposer que détail produit component contient un bouton pour faire l'achat. Donc si on va cliquer sur ce bouton-là, on va évoquer le service panier. Donc ce service panier, il va recevoir l'achat et il va l'intégrer à l'intérieur du panier. D'accord? Donc si le produit va ajouter quelque chose à ses achats, on va utiliser le service panier. Et si le panier, le component du panier souhaite afficher ou bien modifier ou faire quelque chose sur les achats, il va utiliser aussi le même service panier. D'accord? Donc, dans le service panier, on va trouver la liste des achats. D'accord? Donc, ils vont utiliser, les deux components vont utiliser la même liste. Et on va trouver aussi les différentes méthodes qui permettent d'agir sur les achats, d'accord? C'est-à-dire comment on ajoute un produit, on cherche la liste des achats, comment on vide notre panier, d'accord? Donc toutes ces fonctionnalités, on va les trouver à l'intérieur du service, d'accord? Donc lorsqu'on va cliquer sur le bouton acheter, on va ajouter le produit à l'intérieur du tableau des achats. Donc, et ensuite, le panier component, il va chercher la liste des achats, d'accord, à travers get, la fonction getAchat, d'accord. On va la chercher à l'intérieur de la liste et on va l'afficher. Donc, c'est ça en fait, en gros, l'idée. Donc, pour créer un service, il faut utiliser la manière la plus simple, c'est d'utiliser le CLI, donc le Command Line Interface. Donc, pour le CLI, on va utiliser, comme d'habitude, ng-generate. Et cette fois-ci, on va générer un service. Donc, ng-generate service, et on donne le nom du service qu'on souhaite générer. D'accord? Donc, lorsqu'on exécute cette commande, le fichier panier.service.ts sera ajouté à notre application. Il aura par défaut ce code-là. Donc, le code qu'il va avoir par défaut, c'est que il va y avoir une importation de la classe injectable dont on a parlé. Donc, cette classe, elle va être une indication que la classe qu'on va exporter ici, c'est une classe de service, d'accord? Donc, l'injectable, c'est la classe qui permet, ou bien c'est le décorateur. Donc, le décorateur qui va permettre d'identifier cette classe-là comme étant un service qui peut être injecté avec ce qu'on appelle DI dans Angular, ou bien Dependency Injection, injection de dépendance. On va par exemple définir
à l'intérieur du service une propriété tableau qui va accueillir la liste des achats. Et on va définir aussi, par exemple, 3 méthodes. Donc, la méthode qui permet de faire l'ajout, la méthode qui permet de recueillir ou bien de chercher la liste des achats, et la méthode qui permet de vider le panier. D'accord? C'est juste des exemples, un exemple implémenté. Donc, ça, c'est le tableau des achats. Ça, c'est comment ajouter un élément dans le tableau des achats. Et ici, dans le get, et finalement, vider le panier. Donc, bien sûr, ici, on va supposer qu'il n'y a pas une persistance de données. C'est juste un exemple pour voir les services, comment ça fonctionne. Donc, après, on va arriver à un exemple où on persiste les données dans un backend. Donc, parce que ce qu'on est en train de voir jusqu'ici, c'est comment manipuler le framework Angular du côté front. D'accord? Il n'y a pas recours à la persistance de données, il n'y a pas recours à une base de données qui va être responsable au stockage. D'accord? Donc, juste après, on va faire ce qu'on appelle le refactoring du code pour intégrer la partie backend, c'est tout. Donc, au niveau du premier component, qui s'appelle détail produit component, donc on va commencer par importer le service avec une instruction import. Donc, on va importer le service depuis son fichier, donc panier service, et on va l'injecter à l'intérieur du constructeur. Donc, à l'intérieur du constructeur, on va injecter le service, ce service-là, donc private panier service, de type panier service, une instantiation de la classe panier service, qui est à son tour une instantiation de la classe injectable. Et après, on va définir à l'intérieur du component une méthode qui permet de faire l'ajout. Donc, dans cette méthode, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on va appeler cette méthode-là, on va afficher une alerte pour dire que le produit a été ajouté, et on va appeler la méthode ajoutée au panier qui appartient au service. D'accord? Donc, vous voyez, donc ici, on a invoqué le service qu'on a injecté à l'intérieur, le service qu'on a injecté à l'intérieur du constructeur de la classe component, et on a évoqué, donc, ou bien invoqué la méthode ajoutée au panier, d'accord, de ce service-là. Donc, cette méthode, elle va ajouter ce produit-là, à l'intérieur de la liste des achats. Voilà. Donc, au niveau du template, on aura le bouton acheter. Donc, ce bouton, il va avoir automatiquement un event binding, d'accord, qui permet d'appeler la fonction ajoutée au panier qu'on venait de voir, d'accord. Donc, il y aurait un event binding et on va ajouter le produit, on va l'injecter comme un paramètre à l'intérieur de la fonction ajoutée au panier. Ben. Donc, lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, qu'est-ce qui va se passer? Le produit sera ajouté dans la liste et une alerte va s'afficher pour dire que le produit a été ajouté. Donc, maintenant, dans la partie panier, donc si on va cliquer sur Checkout, on va voir la liste des produits qu'on a ajoutés dans le panier. Donc, on va consulter aussi on va générer le component responsable au panier. On va importer le service à l'intérieur de ce component-là. Et bien sûr, on doit l'injecter à l'intérieur du constructeur comme on a fait dans l'autre component. D'accord? Donc, la propriété des achats, on va la définir à l'intérieur du component pour qu'elle reçoive la réponse du service. Donc, dans le ng onInit, on va chercher get achat, d'accord, depuis le service. Donc, ce get achat, il va nous retourner la liste ou bien le tableau des achats qu'on va le mettre dans cette liste-là. Et cette liste-là, donc la variable achat, elle va être affichée à l'intérieur du template, d'accord. Donc, si on va vers le template, on va voir le ng4, donc, où on parcourt la liste des achats et on affiche la liste des produits qu'on a achetés. D'accord? Voilà, sans oublier le routing, d'accord, pour que les différentes navigations peuvent être acceptées par l'application. Donc, on va essayer de vite fait implémenter ce qu'on venait de voir, d'accord, à l'intérieur de notre projet. Voilà, donc c'est le router link panier qui va vers le panier service.
Donc ça concerne bien sûr la dernière partie où on a fait le checkout. Hein. Donc ça concerne cette partie-là. Où est-ce qu'il est? Voilà. Donc ici, lorsqu'on va cliquer sur checkout, on va aller vers ce component qu'on vient de créer et lui, il va chercher la liste des achats dans le panier. Ben, donc on va voir ensemble comment faire tout ceci. Donc le groupe B. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme... Je vais lancer le projet. Donc ngserve, pardon, donc ngserve-o. Donc en attendant, donc on a le shopping cart qui va être responsable à l'affichage de notre panier. D'accord? Et on a product detail. Donc dans le component product detail, on va ajouter le bouton qui permet de faire l'ajout. Hein. Donc ici dans le store, on a la liste des produits. D'accord? Donc si on va vers détail, ce bouton add to cart, on va le programmer pour qu'il ajoute les éléments, ajoute cet élément-là dans le panier. Après, si on va vers le panier, d'accord? On l'a déjà fait, Yari. Est-ce qu'on a travaillé avec le local storage la dernière fois? مش سيرفيس عملنا جوست تابلو Ah, تابلو. voilà, ouais. Voilà. Donc on l'a fait à l'intérieur du component, c'est ça ou non? Ben, donc si on va vers le component, store, c'est pas store, détail produit. Voilà, donc détail produit. Donc je vais supprimer les fichiers de spec pour minimiser le nombre de fichiers. Ben. Donc vous voyez le travail qu'on a fait la dernière fois. Voilà, donc je me rappelle maintenant où est-ce qu'on est arrêté. Le travail qu'on a fait la dernière fois, c'est qu'on a fait l'ajout au panier, on l'a fait à l'intérieur du component. Donc, alors que ce component, d'ailleurs d'après son nom, c'est quoi le nom? Le nom c'est Product Details. Il est responsable à afficher les détails d'un component. Donc c'est pas sa tâche de créer, d'accord, ou bien d'ajouter un élément à l'intérieur du panier. Donc c'est pas son travail, d'accord. C'est pas son travail aussi de stocker dans le local storage, ou bien de chercher les éléments dans le local storage, d'accord. Donc c'est pas du tout son travail, d'accord. Donc on va commencer par un premier service qui va gérer le local storage, d'accord. D'ailleurs, si vous voyez ici, on a utilisé save to local storage ou load from local storage, d'accord. Donc on a dit que le local storage, il va remplacer la base de données momentanément. Ben, donc si on va utiliser le local storage dans un autre emplacement, on est obligé de redéfinir ces deux fonctions-là. D'ailleurs, dans la partie shopping cart, si on va vers le component shopping cart, vous voyez qu'on a redéfini encore une fois load from local storage. Donc ici, il y a une répétition. Imaginez si c'était une fonction qui va faire un appel d'un API, il va chercher les données, il va gérer les erreurs et ainsi de suite. Donc ça va être une très grande répétition dans le code. D'accord? Donc l'idée c'est quoi? C'est de externaliser ces deux fonctions dans un service et ces deux components, que ce soit product detail ou bien shopping cart, ils peuvent utiliser ce service. Donc au lieu qu'ils définissent eux-mêmes la fonction, cette fonctionnalité-là de chercher les données dans le local storage, d'accord? Ils vont faire appel au service qui gère le local storage, d'accord? Donc, comment on va faire? On va tout simplement créer un nouveau service, d'accord? Donc, je vais afficher une nouvelle console et on va générer un service, d'accord, qui s'appelle local storage, d'accord? Donc, on va générer un service qui s'appelle local storage. Ben, donc, ce service-là,
vous voyez, il est créé ici, d'accord? Donc je vais supprimer le fichier de spec. Ben, donc dans ce service-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc vous voyez déjà le code minimal dont on a discuté tout à l'heure. Donc c'est une classe de type injectable, d'accord, qui sera injectée donc comme une dépendance dans presque toute l'application. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler ces deux fonctions-là. Donc on va les couper, d'accord, et on va les déplacer ici dans le service. Ben, donc ce service, bien sûr, il ne va pas ajouter cette variable-là dans le local storage. Plutôt, il va recevoir le card content comme paramètre, d'accord, et il va l'ajouter. Donc il n'y a plus de this. Donc on lui donne le card content comme paramètre. Donc si on appelle save to local storage, on va lui donner le contenu du panier et lui, il va le convertir en JSON et l'ajouter dans le local storage. Donc pareil pour ça, d'accord, il ne va pas mettre les valeurs à l'intérieur de la variable, mais plutôt il va les retourner, d'accord, et on va les mettre dans la variable à l'intérieur du component, d'accord, à l'intérieur du component. Donc si on va vers le product details component, d'accord, donc on doit tout d'abord faire appel au service. Donc on va ici appeler le service, donc on va faire l'importation depuis le local storage service. Voilà, donc on va appeler local storage service. Donc ce service de local storage, on va l'injecter à l'intérieur du console comme on a injecté root, d'accord. Donc private local storage service. C'est une implémentation, de local storage service. Ben, donc maintenant, le service local storage, il peut être utilisé, d'accord, à l'intérieur de l'application. Donc ici, au lieu d'utiliser load from local storage directement ici, on va l'appeler à travers le service, d'accord. Donc puisqu'on l'a transporté à l'intérieur du service. Donc this local storage service point load from local storage. Donc si on va vers le load from local storage, il va retourner, d'accord, une valeur. Donc on doit ici accueillir cette valeur. Donc on va l'accueillir à l'intérieur de card content. D'accord. Donc ça va être this point card content reçoit ce que va retourner load from local storage. Ben, donc et après pareil, donc ici on va faire appel au service, donc save to local storage. Donc qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? On va lui donner this card content, d'accord, parce lorsqu'on l'a défini tout à l'heure, on a vu qu'il enregistre le card content, d'accord. On va lui donner le card content du component pour qu'il l'enregistre. Ben, donc pareil ici, donc save to local storage, donc local storage point save to local storage, et on va lui donner le card content, this card content. Voilà, donc comme ça vous voyez, donc on a déjà allégé un peu le code à l'intérieur de product details component, d'accord. Donc il n'y a plus la fonctionnalité qui gère le local storage, d'accord. Il y a un service responsable à ça. Donc on lui donne un contenu de panier, il va l'enregistrer, et on lui demande de chercher le contenu à l'intérieur du local storage, il va le chercher, il va le retourner, d'accord. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pareil ici. Donc on va appeler local storage, le service plutôt,
Voilà, donc local storage service. Local storage service. On va faire l'injection comme on l'a fait à l'intérieur du component. Donc, private local storage. Voilà. Ben, donc, au lieu de faire cette méthode-là, ici, on va la supprimer, puisqu'elle existe déjà à l'intérieur du service. D'accord? Donc, on va appeler le service de local storage. On va lui demander de faire le load à l'intérieur de this card component. This.card component. Voilà. Donc, normalement, notre application est supposée fonctionner de la même manière. D'accord? Si on fait le checkout, on va trouver ce qu'on a rajouté. Si on ajoute un autre élément, par exemple, on va ajouter cet élément-là, donc add to cart. Voilà, donc il s'ajoute parfaitement et on peut l'afficher aussi. D'accord? Est-ce que c'est clair l'idée derrière les services? Oui, monsieur. Parfait. Donc on va créer un autre service qui permet de gérer l'ajout. D'accord? Donc regardez bien, donc le product detail header, donc ce component, son nom indique qu'il est responsable à afficher les détails d'un produit et non pas de faire l'ajout. D'accord? Cet ajout-là, on va pas le faire. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un service qui va être responsable sur le panier. Lorsqu'on souhaite ajouter quelque chose au panier, c'est lui qui va le faire. Et si on souhaite afficher le contenu du panier, c'est lui aussi qui va le faire. Donc, on va lancer un nouveau service. Donc, ça va être generate service. On va l'appeler carte. Et je vais pas générer le fichier de test. Voilà. Donc, skip test ici, il ne crée pas le fichier de spec et le fichier de test. Hein. Donc, on va aller vers le service carte, d'accord? Et on va ajouter la fonction add to cart, d'accord? Donc, la fonction add to cart qui existe ici, d'accord? On va l'appeler. On va la copier vers le carte, d'accord? Voilà. Donc, add to cart, si on lui donne un produit, product, donc qu'est-ce qu'elle va faire sur ce produit-là? Donc, elle va chercher tout d'abord le carte content. D'accord? On va définir une variable qui s'appelle carte content. Donc, cette variable-là, elle va être le contenu du carte. Donc, comment on va chercher le contenu du carte? On va utiliser le service. Vous voyez, donc, ici, on est en train d'injecter un service à l'intérieur d'un autre service. Hein. Donc, ça va être le local storage, le service local storage. Donc, ici, on injecte le service local storage à l'intérieur du service carte. D'accord? C'est un service qui est injecté à l'intérieur d'un service. On a vu comment injecter un service à l'intérieur d'un component. Ici, on ajoute service à l'intérieur d'un service. Bien sûr, il faut l'appeler ici, dans le constructeur. Je crois que j'ai copié déjà cette ligne. Voilà. Donc, private local storage. Donc, comment on va remplir le card content ici dans le service, donc dans le component, on a vu le ng on init. Donc c'est une fonction ou bien une méthode ou bien ce qu'on appelle les hooks d'un component qui va être exécuté lors de l'initialisation d'un component. D'accord? Donc on a vu ça lorsqu'on a parlé des cycles de vie d'un component. Donc ici, on n'a pas de cycle de vie dans les services. D'accord? Donc on va le faire à l'intérieur du constructeur. D'accord? On va le faire à l'intérieur du constructeur. On va lui dire que lorsque tu vas instancier le service carte, donc qu'est-ce que tu vas faire? Donc tu vas remplir le carte content avec le contenu de local storage. Donc, on va appeler this local storage service .load from local storage. Donc, et comme ça, lors de l'instanciation du service carte, d'accord,
on va récupérer le contenu de local storage, on va mettre dans le card content. D'accord? Donc ici, product, on va continuer le remplacement des variables. Normalement, tout est dans l'ordre maintenant. This card content. On va activer les alertes. Voilà. Donc this card content, il n'y a pas de souci. Donc on a défini, donc de cette manière-là, on a défini un service carte. Donc ici, on a implémenté à l'intérieur de ce service la fonction qui permet d'ajouter un produit au panier. D'accord? Donc si on lui donne un produit, elle va l'ajouter dans le panier. D'accord? Donc on revient à product details. Donc product details, qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur de product details? Donc on va invoquer le service qui permet de faire l'ajout, d'accord, de faire l'ajout dans le panier. Ici, donc on va importer le service. Donc ça va être le cart service, d'accord. Donc on va l'injecter à l'intérieur du constructeur. Donc ça va être cart service. Oui, cart service, c'est bien. Service, voilà. Donc maintenant ce cart là, donc ce service là, qui est le service de carte, on peut utiliser cette fonction là. Donc dans le ng on init, c'est pas ça ce qu'on va modifier, mais plutôt le add to cart. Donc cette fonction add to cart, elle va pas faire tout ce travail là parce qu'il est déjà fait à l'intérieur du service, mais plutôt qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appeler le service, donc this cart service .add to cart, et on va lui donner le produit. Vous voyez? Donc regardez le code de ce component là, combien il a été allégé. Hein? Donc on va tester ça. Donc on a 2 produits dans le local storage. Donc on va vers le store. On va ajouter un 4e. Détail. Add to cart. Il a été ajouté. Je reçois la notification. Je clique sur OK. Je vais vers checkout et voilà. Donc le panier est fonctionnel parfaitement. D'accord? Mais cette fois-ci, on a utilisé les services à la place de faire l'implémentation de la fonctionnalité à l'intérieur du component lui-même. D'accord? Je m'excuse pour 2 secondes pour voir ce bruit-là et je reviens tout de suite, s'il vous plaît. Excusez-moi. Excusez-moi, je crois que le bruit est très fort chez vous. Je ne sais pas si ça vous ennuie. Hein? Oui, الحسة. أنا j'arrive pas à le supporter déjà. Juste 2 secondes, ça va s'arranger normalement. Donc je m'excuse pour ce dérangement. Donc où est-ce qu'on était? Donc, voilà, donc on a fini l'implémentation du service, c'est ça. Donc ici, donc l'idée c'est que on a un service maintenant qui est responsable sur la gestion du panier. Donc si on a quelque chose à faire avec le panier, donc elle va être définie à l'intérieur de ce service-là, et toute l'application aura accès à ce service, d'accord, pour accéder à la fonctionnalité qu'on souhaite faire. Par exemple, ici, si on souhaite, donc ici dans notre cas, on est en train de faire l'ajout
Donc, on est en train de faire l'ajout du produit à travers la page Product Details. D'accord? Donc, on doit entrer dans le détail du produit et ici, on l'ajoute à notre panier. D'accord? Donc, si on souhaite, par exemple, ajouter le bouton Add to Cart ici, il va être très simple à le faire. D'accord? On va juste ajouter le bouton, appeler le service et le service va s'en charger de ça. D'accord? Donc, sans les services, qu'est-ce qu'on a à faire? On doit refaire toute la fonctionnalité dans les deux components. Donc, les deux components, ils vont avoir la même fonction qui se répète. D'accord? Donc, est-ce que vous voyez l'intérêt? التكرر وصلنا جست في الكومبوننت بتاع اللاجور تعرف ليش سامحني؟ نشوفوا احنا ديتيلز ما بعرفش نقص نزيد لاجور بتاعته اي هي ما طولش تعاود برشا مرات علاش عملنا سيرفيس كيما في كومبوننت واحد. Par exemple, si on souhaite l'ajouter ici, dans la liste, on souhaite ajouter un bouton qui permet de faire l'ajout. Ouais, d'accord. D'accord. C'est ça l'idée. Hein. Mais il faut pas avoir le add to cart comme référence. D'accord. La référence ici, comme j'ai dit, donc ce projet qu'on est en train de faire, c'est pas lui-même l'objectif. L'objectif, c'est d'apprendre les techniques. D'accord. Donc une technique pareille, elle peut être utilisée de plusieurs manières, d'accord? Si ici on l'a implémenté avec un exemple de panier, d'accord? Elle peut être utilisée avec un autre exemple, d'accord? Donc voilà, donc c'est ça en fait ce qu'on voulait faire. Après, quoi d'autre? Bon, j'ai oublié qu'est-ce que j'ai fait d'autre avec l'autre classe. Checkout. Ben. On va passer à autre chose, d'accord? Je me rappelle plus qu'est-ce qu'on a fait d'autre. Donc juste 2 secondes, je vérifie. Donc les services, c'est pas ça. L'enregistrement du groupe A, le voilà. On va voir si vous voulez. سامحني شنو قلت محمد؟ كملنا الباوندنج ولا شفنا الام جي 4 والام جي اي je parle avec l'autre classe. On a vu le service. Et après, je ne me rappelle plus ce qu'on a vu. Est-ce que l'idée est claire? Je vais voir sur la vidéo pour voir ce qu'on a fait. L'idée. Local storage. Donc, comment supprimer un élément de local storage? Je vais ouvrir le projet de l'autre classe. Ben. J'ai oublié ce qu'on a fait. Ben. Donc, il n'y a pas de souci. Je crois que même s'il y a une chose, ça va être un détail. Et vous pouvez voir la vidéo s'il y a quelque chose qu'on a raté. Ben, donc, on va passer à autre chose pour essayer de faire vite. D'accord? On a fini avec les services. Donc, ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est la notion de modularité. Donc, comment créer des modules, comment créer des components, comment naviguer donc, avec les routes. On a vu la communication à l'intérieur d'un component entre la classe TS et le template. D'accord? Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment les components communiquent entre eux. D'accord? Comment faire communiquer les components entre eux. Si on souhaite faire passer une information d'un component, surtout les components qui ont des liens de parenté, d'accord? D'un component parent à un component fils. Comment on le fait? Et comment faire le sens inverse, d'accord? Donc, ce qu'on appelle l'interaction des components. Donc, parce que pour envoyer une information d'un component parent à un component fils, on ne va pas quand même créer un service pour ça, d'accord? On va juste faire passer
l'information du component parent au component fils, ou bien l'inverse, hein, ou bien l'inverse. Donc, on va voir l'interaction des components, d'accord? Component interactions. Donc, on va voir le principe de base, comment transporter les données du parent vers le fils, et le sens inverse aussi, d'accord? Du fils vers le parent. Donc, ici, le principe, c'est de voir comment les components ils peuvent s'échanger les données, d'accord? Donc, si on a un component parent et un component fils, d'accord? Pour que le component parent puisse envoyer quelque chose au component fils, il faut que on utilise ce qu'on appelle l'input, d'accord? Donc, il y a d'autres techniques, il y a d'autres méthodes, d'accord? Donc, je vous montre une des méthodes, donc la plus efficace peut-être, et la plus simple, peut-être que d'autres préfèrent d'autres méthodes, mais ici, cette méthode-là de input, elle est efficace et je vous conseille de l'utiliser. Donc, et pour faire l'inverse, donc du child vers le parent, on utilise ce qu'on appelle le output, d'accord? Donc le input et le output, ce sont deux interfaces qui sont déjà déclarées dans le noyau de Angular, et on peut les utiliser directement. Donc le premier sens, du parent vers le fils, donc on va supposer qu'on a deux components, donc le component parent qui s'appelle list client component, et le component fils qui s'appelle fiche client component, d'accord? On a une liste, et dans la liste, on va afficher la fiche du client, d'accord? Donc, on va envoyer une variable name du component parent vers le component fils. Donc, c'est ça l'exemple qu'on va voir. Donc, et ensuite, dans le component fils, on va afficher hello le name. Donc, c'est un exemple basique pour voir la technique, c'est tout, hein. Ensuite, on va l'implémenter dans notre exemple. Donc, les components peuvent s'échanger les données. Donc, l'input va être de cette manière-là, d'accord? Ça va être input, et on donne le name de l'input, ensuite la valeur. Donc, c'est en fait ça que ça se passe. Donc, le parent vers le fils. Donc, à l'intérieur du parent, on va déclarer la variable, d'accord? Donc, et cette variable-là, on va l'injecter, si on veut, dans le template lors de l'appel du component, d'accord? Ici, c'est pas alerte produit, mais c'est plutôt... Ah, il y a une erreur ici, pardon. Fiche client. J'ai oublié de faire cette modification. Alors, hop. Fiche client. Voilà. Fiche client, hop, fiche client, oui. Ben, je m'excuse. Donc, on a les deux components dont on a parlé. Donc, à l'intérieur du component parent, on va définir une variable qui va contenir le nom. Et lors de l'appel du component fils à l'intérieur du component parent, donc avec son sélecteur, d'accord, on va injecter la variable, donc parent data égale name. Donc, parent data, c'est la variable qui va contenir les données qu'on va transporter, d'accord? Et les données qu'on va transporter, où est-ce qu'elles sont? Elles sont à l'intérieur de la variable name, d'accord? Donc, si on passe maintenant vers le component fils, on va avoir un input, d'accord, qui récupère le parent data, d'accord? Parent data, qu'est-ce qu'elle va avoir comme valeur? Elle va avoir la valeur de la variable name, c'est-à-dire ce name-là, d'accord? Donc ici, dans l'interface, on peut afficher, d'accord, le parent data qui va contenir tout simplement le nom. Donc c'est en fait ça, comme ça qu'on utilise la technique de l'input pour transporter les données d'un parent à un fils. D'accord? Voilà, donc le name va être injecté à l'intérieur de parent date. Ouais. Donc le sens inverse maintenant, comment on envoie les données d'un fils à un père.
d'accord. Donc comment on va le faire? Donc le problème c'est quoi? Donc c'est que le père il appelle le fils. Donc on trouve le sélecteur du fils à l'intérieur du code du père, d'accord. Donc c'était simple d'injecter le contenu d'une variable à l'intérieur du sélecteur du component. Par contre le fils il n'a pas un lien direct, d'accord. Donc c'est quoi l'idée qu'on va utiliser? C'est qu'on va utiliser la technique d'événement. Donc lorsque un événement se procure à l'intérieur du fils, le parent il va le capter, d'accord. Le parent il va l'intercepter et dans cet événement-là, on peut transporter des données. Donc on revient toujours sur les deux components. Donc c'est pas alerte produit mais fiche produit. Fiche produit. Ben. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va programmer un bouton, d'accord. On va programmer un bouton à l'intérieur du fils. Donc ce bouton il va avoir un event binding de clic. Lorsqu'on va cliquer sur ce bouton là, d'accord, il va émettre une alerte. Donc alerte.emit, donc c'est la fonction qui va être responsable sur l'émission de l'événement vers le parent, d'accord. Donc bien sûr pour qu'elle puisse faire l'émission vers le parent, donc on va ici définir l'output, d'accord. Donc on a dit que pour faire un échange de données du fils vers le parent, on va utiliser l'output. Donc pour l'output, on va définir alerte qui est écrite ici, qui va être égal à new event emitter, d'accord, un émetteur d'événements. Donc cet émetteur d'événements va être intercepté par le parent. Donc dans l'appel du sélecteur du fils, d'accord, on va essayer de capter l'alerte. Donc si l'alerte est émise, on va exécuter la fonction onNotify. Et onNotify, elle va s'en charger de faire le travail, d'accord. Donc c'est ça le moyen d'envoyer les données d'un fils à un parent. Ben, voilà, ben, output, new event emitter. Donc ça, c'est les détails dont on a parlé. Donc ici, c'est comment importer l'output et l'event emitter. Click, event emit. Voilà, donc ça, c'est les détails de ce qu'on a parlé. Ben, on va essayer de faire tout ça dans notre application pour voir comment les components naviguent. D'accord. Ben, donc on a ici la liste des produits. Donc si vous vous rappelez, on a la liste des produits, product, il s'appelle store, je crois, oui. Donc ça s'appelle store. Donc on va chercher la liste des produits et on va l'afficher, on va afficher produit par produit ici. D'accord. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un component qui sera responsable à afficher un produit, d'accord. Juste pour voir comment faire passer les données d'un parent à un fils, d'accord. Donc juste pour voir ça. Ben, donc on va générer un nouveau component, d'accord, qui va être nommé product item, d'accord. Ce product item va être déclaré à l'intérieur du store, d'accord, et on va pas utiliser les tests, il va être injecté dans le module store. Product generate component store slash product item skip test, le module c'est store. Ok. Ben, donc ce product item va être responsable à l'affichage des différents produits, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va copier le code, ce code là, d'accord, on va le copier
vers le product item et on va ici au lieu de on va le faire de la manière inverse. Donc on va vers le store component.ts, d'accord. Le store component, ça nous donne rien, je crois. Oui, on va aller vers le template directement. On va aller vers le template, oui. Donc dans le template du store, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc au lieu de d'afficher ici les produits comme ça, on va les afficher en utilisant le component. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc à la place de ce div, on va appeler le component product item. D'accord? Donc product item, son sélecteur c'est app product item. Donc à la place, pardon, c'est pas ici. Donc à la place de ce div là, on va appeler product item. D'accord? Donc comme ça, qu'est-ce qui va se passer dans notre application? Il va y avoir, voilà, donc product item qui se répète plusieurs fois. Donc product item, on va lui faire passer ici, voilà, avant ça, et on lui passe le product comme paramètre. Donc on va faire la liaison d'une variable qui s'appelle product, d'accord, dans laquelle on va mettre ce product là. Donc puisqu'on est en train de faire une boucle, on va extraire de la liste des produits à chaque fois un produit. Ce produit là, on va l'envoyer, d'accord, on va l'envoyer vers le product item, pardon, d'accord. Donc à l'intérieur de product item, pour recevoir cet élément là, on va le recevoir comme étant un input, d'accord. Donc on doit déclarer ici un input qui s'appelle product. Donc on va vers product item.ts et on va ici on va dire que pour utiliser l'input on doit l'importer, je crois. Oui, je crois qu'il va le faire pour nous. Input, oui, voilà. Donc voilà, vous voyez l'importation ici. Donc il a importé tout seul. Donc on va déclarer un input qui s'appelle product. D'accord? Voilà, donc comme ça, ce product là va être visible à l'intérieur de ce component. D'accord? Donc ce product là, on va l'afficher dans le template. D'accord? Donc dans le template, on va, je vais prendre un code déjà prêt. Ctrl A, Ctrl V. Donc ici, il manque le product ID. Pourquoi j'ai utilisé product ID? J'ai oublié comment j'ai. Customer. Product ID, pourquoi on l'a utilisé? Ah oui, pour les liens, voilà. Donc pour les liens, on a utilisé le product ID. Donc le product ID, il doit être passé aussi depuis le store, je crois. Oui, donc on va le passer aussi depuis le store. Donc on va revenir sur le store, store.component, non, .html plutôt. Donc à part le product, on va passer le product ID, c'est-à-dire l'index. Donc on va on va faire passer aussi product ID, et product ID doit être reçu à son tour comme étant un input ici. D'accord? Donc input product ID. Voilà. Share event. On va ajouter le
Allez, on va le supprimer. Juste le add to cart. Donc, puisque dans le store component, on a déjà fait le share. Ben, Ctrl Z. Ah oui, ça ne va pas fonctionner parce que le share, il est dans le parent. On va l'utiliser après. Donc, je vais le commenter. Voilà. Donc, concernant le add to cart, on va pas le faire ici. Donc, je vais la laisser comme ça. Mais, donc, normalement, ça doit fonctionner. Voilà. Donc, ça fonctionne de la même façon. Donc, vous voyez? Donc, ici, au lieu d'afficher, au lieu que le store, il affiche lui-même les différents produits, il a délégué l'affichage à un autre component, d'accord, qui s'appelle product item. Donc ici, chaque item que vous êtes en train de voir ici, c'est un component indépendant, d'accord? C'est un component indépendant qui a sa propre business logic et son propre template. Donc, bien sûr, donc l'objectif, c'était de voir comment faire passer des données depuis un component parent, qui est ici le store, vers le component fils, qui est le product item ici. D'accord? Donc, c'est en fait ça l'idée. J'espère que c'est clair. Hein? Donc, tout à l'heure, on a vu le share. D'accord? Donc, ici, dans le store, si vous vous rappelez, on a un bouton qui fait le share, le partage. Donc, your product has been shared. On a utilisé cet exemple lorsqu'on a vu l'event binding, lorsqu'on a vu comment faire un event binding. Donc, ici, on va utiliser ce même share pour voir comment faire un événement depuis comment transporter plutôt des données depuis le fils vers le parent, d'accord, avec l'émission d'événements. Donc, dans le product item, voilà, donc on va définir une fonction, un bouton plutôt, qui va faire le share. Donc, comment on va le faire? Donc, ça va être un share event.emit, donc pour faire l'émission, d'accord, et ce share event va être un output. Donc, va être un output pour le parent. Donc, ici, on est dans product item component. Donc, on va transporter cet événement-là vers le parent. D'accord? Donc, comment on va le faire? On va vers le product item.ts et on va importer l'output. D'accord? On va importer l'output. Donc, bien sûr, il ne faut pas l'oublier de l'importer ici. Donc, l'output qu'on va faire, ça s'appelle share event, comme dans l'interface. D'accord? C'est ça le nom, ouais? Share event, voilà. Donc, share event. Donc, ce share event va être une instantiation de la classe event emitter. D'accord? Donc, bien sûr, la classe event emitter, elle doit être importée ici. Bien. Donc, cet output-là, il doit être capté par le parent. D'accord? Donc, ici, dans le product item, il est appelé à l'intérieur du component store. D'accord? Donc, le component store, il doit être capable de capter le share event qu'on vient de lancer depuis le component fils. D'accord? Donc, on va vers le store component.html. Donc, à l'intérieur de l'appel du component fils, on va essayer d'écouter un share event qui doit se propager. D'accord? Le share event, bien sûr, je vous rappelle qu'on l'a défini ici. D'accord? Donc, ce share event va exécuter à son tour une fonction qui s'appelle share product. D'accord? Qui s'appelle share product. D'accord? Donc, share event, c'est l'événement qu'on va attendre. Il va se propager depuis le fils. Lorsqu'on capte cet événement-là, on va exécuter la fonction qui s'appelle share product. Donc, pour
le share product, qu'est-ce qu'on va faire? On va la share product, je crois qu'elle est déjà implémentée, non? Voilà, donc il est déjà là. Bon. Donc si on clique sur le bouton dans le fils, on va exécuter la fonction dans le parent. D'accord? On va essayer ça. Donc ici, le share, c'est à l'intérieur du fils. D'accord? Si on clique sur le fils, on affiche l'alerte qui est arrivée depuis le parent. D'accord? Voilà, donc c'est comme ça dans tous les éléments. Donc ici, les components, ils peuvent communiquer dans les deux sens. Hein. D'accord? Donc normalement, pour émettre des données à l'intérieur de ça, emit, donc on peut faire ici par exemple product name, je crois. Oui, product name. On va essayer d'émettre le nom du produit. Je crois que c'est comme ça que ça se passe. Si on se trompe, on va. Donc ici, normalement, on est censé récupérer le name. D'accord. Je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà. Le name. Non, je crois que c'est pas comme ça que ça se passe. Identifier. Ça va. Je me rappelle plus de la syntaxe. On va voir dans la documentation. Main concept, component interaction. Child local variable, child event. Voilà. Normalement, c'est comme ça. On passe la variable à l'intérieur de la fonction. Vote.init agreed. Agreed ici, on va l'intercepter. $event onVoted. Voilà. Donc ici, normalement, juste on va à la place de name, on va juste dire $event. Et à l'intérieur du store, il n'y a pas de name. Là, ah si, il y a le name. CTRL Y. Ici, on va faire name plus pour le concaténer. On va voir la modification. Voilà, donc le nom de donc voilà, ce que j'étais en train de faire, c'est que j'ai passé donc, le nom du produit dans l'événement, d'accord? Donc ici, on a fait la transportation de l'événement, mais on ne l'a pas transporté les données. Donc ici, à l'intérieur de l'événement qu'on vient d'émettre, j'ai passé le nom du produit comme paramètre, d'accord? Donc ce nom de produit va être intercepté dans le component parent avec cette variable-là qui s'appelle event, d'accord? Donc qui va le passer dans le share product, et dans le share product, on va le récupérer, d'accord? Comme étant un paramètre dans la fonction, d'accord? Et on a pu l'utiliser, voilà. Donc c'est ça l'idée. J'espère que c'est clair, hein? Oui, monsieur, c'est clair. Ben.
Donc, هكا on a vu la communication dans les deux sens, d'accord, entre les différents components. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie-là. Allô. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on venait de voir? Non, ça va. On va avancer alors. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est la communication avec le protocole HTTP. D'accord? Donc, ce qu'on appelle dans Angular le HTTP and Observables. Donc ici, ceci va nous permettre de faire la communication avec les API. D'accord? Donc c'est ça la partie de HTTP. Le client HTTP d'Angular, il permet la communication avec les API externes. Donc dans cette présentation, on va voir une petite introduction. Ensuite, on va voir le mécanisme HTTP, le module HTTP client de Angular et comment l'utiliser. D'accord? Donc, comme la plupart des fonctions, des applications front-end, que ce soit qui sont créées avec Angular ou bien d'autres frameworks, ou même les applications natives JavaScript, on doit avoir besoin de communiquer avec le serveur, d'accord, afin de recueillir des données, par exemple, ou bien envoyer des données, ou bien à notre service. Donc, cette communication-là, avec les parties back-end, elle se fait à travers le protocole HTTP. D'accord? Pardon. Accéder. Il y a un typo ici. Ben, donc, cette communication-là entre le front et le back, elle se fait à travers le protocole HTTP. Donc, dans Angular, on nous offre une API cliente HTTP. Donc, ça s'appelle le module HTTP Client. D'accord, qui est intégré dans Angular, et c'est une interface simplifiée, d'accord, et qui permet de communiquer, voilà, avec les API externes à l'application front, d'accord, l'application qu'on crée avec Angular, on communique avec les API externes à travers cette bibliothèque-là. Donc, bien sûr, on parle ici d'un environnement client-serveur, d'accord? Une architecture client-serveur. On a le client d'une part et le serveur d'autre part. Le serveur, il a forcément une base de données derrière lui. On va supposer qu'on a les différents components de notre application. Donc, ces components-là, ils vont utiliser, comme on a vu tout à l'heure, un service, d'accord, qui va être responsable dans ce cas à la communication avec la base de données, d'accord? Donc, comme on a vu, donc l'idée c'est pas que chaque component il fait son travail indépendamment. Là, donc, les fonctionnalités qui sont partagées entre les components, elles doivent être intégrées à l'intérieur des services. Ben, donc, les services, ils vont utiliser à leur tour la bibliothèque ou bien l'interface ou bien l'API HTTP qui va être le moyen de communiquer avec la base de données à l'intérieur de l'application Angular. Donc, si on émet depuis le service un request de type GET à travers la bibliothèque HTTP, la bibliothèque HTTP, c'est elle qui va s'en charger de faire le request dans le serveur. D'accord? Donc, juste, on utilise les fonctionnalités ou bien les méthodes de l'API HTTP. D'accord? Et l'API HTTP va s'en charger de communiquer avec la base de données. Ou bien le serveur qui va nous donner l'information si c'est une base de données directement, ou bien généralement on trouve un autre tiers intermédiaire qui est le tiers back-end. Donc, si on reçoit la réponse, donc la réponse va être reçue par l'API HTTP encore une fois, et elle va nous donner ce qu'on appelle un observable. D'accord? Donc, l'observable dans Angular, c'est une déclaration, si on peut dire, de données. Elle permet de définir
des valeurs, d'accord? Et ces valeurs-là, ils peuvent être consultées par les différentes parties de l'application, d'accord? Donc c'est un concept très, très utilisé dans Angular. Il a des fonctionnalités très avancées, donc l'observable. Ici, on va l'utiliser juste avec le protocole HTTP, d'accord? Mais il y a d'autres utilisations de ce concept-là, d'accord? Il permet même la programmation asynchrone. Donc, par exemple, si on souhaite faire un request et entre-temps, on souhaite faire quelque chose d'autre, le temps que le request il arrive, d'accord, il permet la mise à jour automatique des données et tout ça. Donc, ça se fait avec la classe observable de Angular. Donc, ici, le HTTP, il retourne automatiquement un observable. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est que on doit faire, pour pouvoir consulter le contenu des observables, on doit faire ce qu'on appelle les subscribes, d'accord? Donc, on va voir la technique après, d'accord? Pour pouvoir consommer le résultat du HTTP qui est un observable, il faut faire ce qu'on appelle les subscribes. C'est comme ça qu'on peut lire ce qui est à l'intérieur des observables, d'accord? Donc, il faut s'inscrire dans l'observable pour pouvoir le lire. Donc, il y a subscribe, unsubscribe et tout. Donc, c'est pas ça notre objectif, mais juste pour vous dire que pour voir le contenu de HTTP, le contenu de la réponse HTTP qui est une réponse de type observable, on doit faire ce qu'on appelle le subscribe. Donc, on va voir comment on va faire après. Hein. Donc, il faut tout d'abord, pour pouvoir utiliser le client HTTP d'Angular, il faut activer, d'accord, le module HTTP client à l'intérieur de notre app module, d'accord. Voilà, donc le service HTTP, on va l'injecter dans le service. Donc, s'il y a un service qui va faire l'appel vers un serveur, on va injecter le service HTTP, d'accord? Mais le module HTTP client, il doit être activé dans le app module au début, ou bien le module responsable à ça. Donc voilà, donc dans le fichier appmodule.ts, on va importer le HTTP client module, d'accord? Et on va l'enregistrer dans le tableau des importations. D'accord? Donc, le tableau des imports, on va enregistrer le HTTP client module. Ensuite, pour activer le HTTP client dans un service, d'accord, on va juste faire l'importation à l'intérieur du service, donc comme on a fait maintenant, donc HTTP client à l'intérieur du service, et on l'injecte bien sûr à l'intérieur du constructeur. Donc comme ça, on peut utiliser le HTTP à l'intérieur du service. Voilà, donc c'est ça l'idée. Donc, pour préparer maintenant le request, d'accord, on va utiliser les fonctions prédéfinies de HTTP, d'accord, de HTTP client, qui sont get et post, et put et delete, et les différents verbes HTTP qu'on connaît, d'accord. Donc ici, bien sûr, on fournit l'URL pour récupérer. Si c'est un post, ça va être avec on va lui envoyer les données et tout ça, donc on va le voir. Puisqu'on n'a pas un serveur de base de données, donc ce que je vous propose, c'est de créer un serveur fake, c'est-à-dire un faux serveur de base de données, d'accord? Donc, et ceci avec la bibliothèque JSON Server, d'accord? Il y a une bibliothèque NPM qui s'appelle JSON Server et qui permet de créer un fake server pour faire le test, d'accord? Si on n'a pas un serveur de base de données et on ne souhaite pas faire la partie backend maintenant, on souhaite continuer sur l'application front pour la finaliser, ensuite créer la partie back, on peut utiliser un serveur JSON fake, c'est-à-dire qui n'est pas vrai, d'accord, et il va faire la simulation des différents requests, c'est-à-dire si je fais un get sur ce serveur-là, il va me retourner une réponse. Si je fais post, si je fais delete aussi, il va faire le jeu, si on peut dire avec nous, le jeu de request response, d'accord. Donc comment on va utiliser ceci? Donc on va l'installer à travers un PM. Donc on va faire un PM install JSON Server. Donc de préférence on l'installe globalement dans l'ordinateur pour qu'il soit utilisé dans les différentes applications. Donc on l'installe pas de manière locale dans le dossier. Donc ensuite, une fois installé, on va créer
un serveur qui s'appelle db.json par exemple, on peut utiliser un autre nom, et on va lancer le serveur sur ce fichier-là, donc un fichier JSON qui contient les données, et on va consommer les différents API qu'il va nous offrir. D'accord? Donc il va nous offrir plutôt un URL, d'accord, un endpoint, ce qu'on appelle les endpoints dans les API, et on va pouvoir consommer les différents API. L'avantage ici, c'est qu'on peut créer dans le fichier db.json plus qu'une ressource. Donc, comme vous voyez ici l'exemple, il y a post, comments, profile. Donc, ce sont différents tableaux qui vont être créés à l'intérieur du fichier JSON. On va le voir comment on va le faire. Ben, donc, le component livraison, on importe le service. Donc, on va faire vite sur tout ça. Donc, Monsieur, معناتها l'Angular il consomme qu'un fichier de type JSON معناتها. là, ici, on n'a pas une base de données. Donc, on va créer la partie base de données Ouais. après. أي fake معناتها. Voilà, exactement. Un fake server, c'est ce qu'on va faire. Donc, le fake server, ça s'appelle, on va le chercher. Donc, npm JSON server. Donc, ce package-là, il est conçu à utiliser un fichier JSON comme étant une base de données. D'accord? Donc, si on l'utilise ici, il nous propose de créer un fichier JSON qui contient des données. Et lorsque on lance le serveur sur ce fichier-là, il va nous offrir toutes les API possibles sur ce fichier JSON comme étant une base de données. D'accord? Donc, juste pour le test, au cas où. Ça n'a rien à voir avec Angular. On peut le faire avec n'importe quel, avec n'importe quel framework. D'accord? Oui. Ben, voilà, donc on va s'en passer de la présentation et on va directement aller à l'implémentation du code. Donc, pour commencer, vous devez installer tout d'abord npm install globalement JSON server. Donc, je crois que c'est comme ça qu'on l'installe. Voilà, donc npm install -g JSON server. D'accord? Il va être installé globalement dans l'ordinateur, pardon. D'accord? Ben, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un dossier qui va jouer le rôle de la partie backend. D'accord? Dans la racine de notre projet, on va créer un fichier qui s'appelle backend. D'accord? À l'intérieur de ce fichier, de ce dossier-là, on va créer un fichier qui s'appelle db, par exemple, .json. Donc ici, on peut utiliser n'importe quel nom. Hein. On va utiliser le nom db.json. Donc dans le db.json, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir le contenu du fichier de stock. Si vous vous rappelez du fichier de stock qu'on a créé, le fichier TS qui contient un tableau d'objets. On va le coller ici. Donc on n'a pas un export ici. Pardon. On n'a pas un export, mais plutôt on va mettre le tout dans des accolades. Donc comment on va faire ça? Donc ici le tableau qu'on est en train d'exporter, c'est le tableau des produits. Donc products, pardon. Je suppose que vous avez une idée sur le format JSON. Hein? Donc product. Donc c'est le tableau qu'on va exporter. Donc ce tableau là qui contient la liste des produits. Voilà. Donc pardon. Donc le product name. Donc chaque product name, on va le remplacer par product name entre cotes.
Ben, donc chaque price, on va le remplacer par le price entre cotes. Donc juste pour faire le format JSON. Chaque image, on va la remplacer par image entre cotes. La description aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Ben, donc chaque simple cote, on va la remplacer par double cote. Ben, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il manque? Ici, il y a ce symbole-là, on va le sauter avec le backslash. Voilà. Ce sera pareil ici, ici. Là. Quoi d'autre? Là. Voilà. Ben, et qu'est-ce qui manque d'autre? Il nous manque l'ID. D'accord? Donc, devant chaque product name, on va ajouter ID, entre cotes plutôt, parce que dans le fichier JSON, il faut avoir un ID. Plutôt une virgule. Et le product name après. B. Absolument B. Donc ici, ça va être l'ID 1, l'ID 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Bien, donc comme ça, on a créé un fichier JSON. Donc ce fichier JSON, on va l'utiliser comme étant notre base de données. D'accord? Ça contient la liste des services. Donc il est correctement formaté JSON. Donc si vous voyez ici, on a Products. C'est le tableau qu'on va exporter. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais lancer le serveur JSON Server. Donc, il va créer un fake server sur ce fichier-là. D'accord? Donc, je vais entrer dans le dossier backend et je vais lancer JSON Server avec le nom du fichier. Je crois que c'est comme ça la syntaxe. db.json. Donc, je vais vérifier. Après l'installation, création du fichier. Donc, JSON Server, -watch. Voilà. Ben, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous créer, comme vous voyez ici, un serveur sur le port 3000, d'accord, localhost, et il nous offre les ressources sur l'API product, d'accord, l'API product. Donc, si on consulte ce endpoint-là, vous voyez ici qu'il nous affiche la liste des produits à travers cette URL-là. Donc, si on fait par exemple product de 3, il va nous afficher le produit numéro 3. Comme ça, on a un serveur backend fake, d'accord, qu'on va utiliser pour créer nos API front-end, d'accord. Donc, on est en train de continuer dans la même logique. C'est de finaliser la partie front, ensuite passer à la partie back. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour pouvoir consommer les différents services, les différentes API qu'on vient de créer à travers ce fichier db.json. D'accord? Donc, je vais créer un service, d'accord, qui va être responsable sur le request de cette API-là. D'accord? Donc, on va générer un service qui s'appelle product. D'accord? Et qui va, dans lequel on va implémenter
l'appel des API. Ben, donc, voilà, donc le service product. Ben, donc dans ce service product, on va tout d'abord, avant de passer au service product, on doit activer le module HTTP client dans le app module. D'accord? Donc ici, à part ces modules-là, on va faire une importation depuis le Angular Angular HTTP Angular / common, je crois, oui, / HTTP. Donc on va appeler le HTTP client module. Voilà. Donc ce module-là, il doit être ajouté à la liste des imports, ici. Voilà. Donc, comme ça, le module HTTP est activé à l'intérieur de notre application. Donc on va pouvoir maintenant l'utiliser dans le product, d'accord? Dans le product, le service product. Donc, dans le service product, on va importer le client HTTP. Donc import depuis le où est-ce que je suis? Je me shift. Angular. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Je suis en train de taper la touche. Donc, common Angular. / common / HTTP. Donc, on va importer le HTTP client. HTTP client. Voilà. Donc, ce HTTP client, il doit être injecté à l'intérieur du constructeur comme d'habitude. Donc, ici, on va créer un private HTTP de type HTTP client. Mais, bon, maintenant, on peut utiliser le HTTP. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer les méthodes pour le CRUD, ce qu'on appelle les CRUD, d'accord? Donc on va commencer par read all products. Donc read all products, c'est une fonction qui va chercher la liste des produits, hein? Donc on va la documenter aussi. Get list of all products. Donc read all products, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser le HTTP, le service HTTP, pour chercher la liste des produits, d'accord, depuis l'URL, d'accord? Donc ici, on va faire un return this.http.get, d'accord? Donc c'est la syntaxe avec laquelle on va chercher la liste des produits. Et dans le get, on doit ajouter l'URL, d'accord? Donc l'URL ici, ça va être http localhost 2.3000. D'où est-ce qu'on a sorti ces 3000 là? Donc bien sûr, c'est le port sur lequel le JSON server, le fake JSON server nous a ouvert les données, d'accord? Donc vous voyez ici, donc, le localhost 2.3000. Donc je vais faire un get sur ce chemin-là et je vais chercher sur ce chemin-là la liste des produits, products. Donc, puisque ce chemin va être le même qu'on va utiliser dans les différents requests, d'accord? Donc ce que je vous propose, c'est de créer une constante. D'accord? Donc private API URL par exemple, qui va être une chaîne et qui va avoir comme valeur cette valeur-là. Voilà. Donc ici, il faut juste appeler, au lieu d'écrire l'URL à chaque fois,
Donc juste on va faire appel à API URL. Ben, donc vous voyez l'idée, Tawa. Donc on a créé, donc bien sûr on a fait read all products, donc on doit faire aussi read one product, d'accord. Donc le read one product, il doit avoir un ID comme paramètre, d'accord. Donc le read one product va retourner this.http.get, d'accord. Donc .get this.api URL, d'accord. On va lui concaténer un slash, d'accord. Et à part le slash, on va lui concaténer l'ID, d'accord. Voilà, donc à part ça, on va faire bien sûr create product, d'accord. Elle doit avoir data comme paramètre. Et on va faire un post. Donc on va faire return this.http.post. Donc on va faire le post sur le this.api URL et on va lui donner les données comme paramètre. D'accord. Bien sûr, update, ça va être la même chose. D'accord. Update, ça va être une combinaison de read one et create. Donc update, à part data, on va avoir besoin de l'ID, d'accord. Et ici l'URL, ça va être celle-ci. Voilà, on va passer les données à cette URL là. Donc bien sûr, c'est pas post, mais c'est plutôt put, d'accord. Et ça reste finalement le delete, d'accord. Ça va être quelque chose qui ressemble à ça. Donc c'est pas un read one product, mais c'est plutôt delete product. Et ici, on va faire le delete. Voilà. Donc comme ça, on a créé la liste des CRAD sur ce serveur-là. Après, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va avoir un backend, d'accord, un backend avec Express par exemple. On va juste modifier ce chemin-là, d'accord. On va juste modifier ce chemin-là et on va avoir l'application qui fonctionne de la même façon, d'accord. Donc on va utiliser cette API-là maintenant dans la liste des produits pour tester est-ce que ça fonctionne convenablement ou bien non, d'accord. On va vers le store, d'accord, le store.ts, et on va appeler product service, d'accord. Donc import statement, ça va être product service. Le product service, on va l'injecter dans le constructeur. C'est ça ou non? Product service. Oui. Ah, je ne l'ai pas appelé ici. Voilà, donc product service. Product service, voilà. Ben, donc maintenant, dans le ng on init. Store, quelqu'un. Voilà, au lieu de faire le product list ici, voilà, c'est ça l'idée. Donc, au lieu d'affecter le product list depuis la liste des produits du fichier TS, d'accord, on va créer une autre variable product list pour ne pas changer trop le code dans le template. Et on va remplir ce product list depuis le service. Donc, this.product list va recevoir this.product service, d'accord, point read all products, d'accord. Donc
qu'est-ce qu'elle va retourner, ce read all product? Il va retourner un observable. D'accord? Donc, on va faire un subscribe sur cet observable-là. Donc, dans ce subscribe, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher les résultats. Donc, ça va être une fonction anonyme. D'accord? On va chercher le response. D'accord? Et on va mettre dans this.product list plutôt. D'accord? La réponse que le subscribe va nous donner. D'accord? Donc, normalement, si on passe à notre application, elle doit fonctionner de la même façon. D'accord? Store. Voilà. Donc, on est en train de voir les produits maintenant. La différence, c'est quoi? C'est que au lieu de recevoir les produits depuis le fichier TS, on a utilisé le service, d'accord? Le service product service. Lui, à son tour, il va faire le request sur le serveur JSON fake qu'on vient de créer. D'accord? Donc, c'est en fait un peu ça. Bien sûr, les différents requests, on peut les utiliser de la même façon. Et ici, on va tester vite fait avant qu'on commence avec l'autre groupe. Donc ici, si on fait, au lieu de read all products, si on fait, par exemple, delete product, et on va lui donner, par exemple, l'ID 1. On va supprimer, hein. On va supprimer l'ID. Donc, juste, on va exécuter cette fonction. Donc, voilà, ça a tourné. C'est bon. Donc, comment on peut voir que il a supprimé? Donc, on va vers le fichier DB-JSON. Donc, vous voyez que le premier produit a été supprimé. D'accord? On va faire la suppression d'un autre produit, si vous voulez, pour que vous soyez sûr. Donc, on va supprimer le 2 encore une fois. Hein. Donc, vous voyez ici, le produit 2, il est là. Donc, si je vais relancer le request, le 2, il va être supprimé. Voilà. Le 2 a été supprimé. Donc, c'est bon. Les API les requests qu'on a créés ici, dans le service, ils sont fonctionnels. Hein. D'accord? Donc, vous pouvez vous assurer vous-même avec les autres produits, mais normalement, c'est fonctionnel. Voilà. Je m'excuse si j'ai pris un peu de temps plus que la séance. Bon, 3 minutes, c'est pas bon. Mais j'espère que c'est clair ce qu'on a fait maintenant. J'ai essayé de faire un peu vite pour arriver au même niveau que l'autre groupe. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va. Non, monsieur, ça va. Ouais, donc, normalement, maintenant, vous pouvez avancer encore sur les projets. Donc, ça sera un nouveau deadline, juste, mais après la semaine des DS. Hein. Pour la semaine prochaine, vous n'aurez pas de deadline, mais pour la semaine d'après, juste, je ne sais pas, ça va dépendre de l'avancement avec le groupe A. Soit je vais vous demander de voir l'enregistrement du groupe A, soit je vais, si je n'arrive pas à finir avec le groupe A aussi, je vais vous envoyer, vous faire donner une vidéo la semaine prochaine qui sert à faire la configuration de la partie backend pour qu'on puisse finaliser le MongoDB Express et tout dans le bref délai. Donc juste, on va faire une vidéo supplémentaire de bonus pour faire la préparation de l'environnement. D'accord? Donc, vous saurez l'information donc dans la semaine, Inch'Allah. Voilà, merci bien à vous. Ok, monsieur. Donc, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, non. Donc, je vous souhaite bonne chance et bon courage dans les DS. Et on se voit la semaine d'après, Inch'Allah. Ok, au revoir, monsieur. Ok, au revoir, monsieur. Au revoir.